Une terre fut faite pour qu'ils y vivent, séparée de la terre du milieu comme Valinor. Océ la fit surgir du fond de la grande mer. Elle fut façonnée par Aule et enrichie par Yavanna. Puis, les Eldar y apportèrent des fleurs et des fontaines de Tol-Eressëa. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous parler de la plus grande fierté des hommes et aussi leur plus grande tristesse, l'île de Númenor. Je vais vous parler plus en détail de sa chute, mais aussi de sa création et de ce qui s'y passa. Car, comme ces événements se passent au deuxième âge, nous sommes en droit de penser que la future série Amazon se penchera sur ces événements. Et personnellement, je l'espère. Désolé pour le titre putaclic. Et est-ce que c'est vraiment putaclic? Parce que je vais vraiment parler de Númenor. Númenor est une île qui fut érigée par les Valar après la submersion de Beleriand. Elle fut offerte aux humains pour leur aide dans le combat contre Morgoth. Son nom premier était Andor, le pays de l'offrande. Lorsque l'île fut enfin prête, en 32 du deuxième âge, les humains prirent la mer en direction de l'île, guidés par l'étoile d'Eärendil. On leur accorda en outre une durée de vie plus longue que celle des hommes de la Terre du Milieu, en échange de laquelle il leur était formellement interdit de fouler la terre bénite de Valinor. C'est ce qu'on nomme alors l'interdit des Valar. Bon, on a posé le décor, alors parlons un peu de géographie. L'île de Númenor ressemblait un peu à une étoile à 5 branches. Elle était divisée en 6 régions. Le Forostar, les terres du nord, l'Andustar, les terres de l'ouest, l'Orostar, les terres de l'est, le Yarnustar, terres du sud-ouest, et le Jarostar, les terres du sud-est, et le Mitalmar à l'intérieur des terres. Les côtes nord de Númenor étaient escarpées. Il ne poussait que très peu de choses dans le Forostar, le nord de l'Andustar et de l'Orostar aussi, bien que l'on y trouvât de grands bois de sapins surplombant la mer. Par contre, le sud de l'Andustar bénéficiait d'un climat pluvieux qui était plus propice à l'agriculture et à la flore. On y trouvait aussi le grand port d'Andúnie. La partie sud de l'Orostar était également foisonnante et fertile, plus fraîche et en grande partie consacrée à la culture des céréales. Le Yarnustar était une région jouissant d'un climat chaud où poussaient les vignes, mais abrupte dans sa partie ouest. Quant au Jarostar, on y trouvait de grandes forêts qui alimentaient en bois les importants chantiers navals de l'île. Le Mitalmar était la partie centrale de l'île, et ses pâturages et prés servaient beaucoup à l'élevage de moutons. Au centre du Mitalmar trônait le Meneltarma, pilier des cieux, la montagne sacrée vouée au culte d'Ilúvatar. Le roi s'y rendait 3 fois par an pour prier et méditer. La capitale du royaume, Armenelos, se trouvait au pied de cette montagne, de même que la vallée de Noirinan, où étaient inhumés les rois. Bon, maintenant, c'était que la mise en bouche. Alors on va commencer la partie difficile à retenir. Attention, ça va name dropper. Comme je le disais avant, les humains prirent la direction de cette île en 32 du deuxième âge et, menés par leur premier roi, Elros Tar Miniatur, le frère d'Elrond, ils fondèrent les cités-ports, villes et fermes de Númenor. Ainsi donc, Tar Miniatur régna sur Númenor et ses habitants durant la bagatelle de 410 ans. Il s'éteignit en 442 du deuxième âge et passa le trône à Tar Vardamir, son fils. Je vais arrêter de spécifier qu'on est au deuxième âge parce que toute la chute et vie de Númenor se passe au deuxième âge. Je vous passerai donc les détails de la vie quotidienne à Númenor. Tous les rois se succédèrent, ainsi Tar Amandil, Tar Elendil, Tar Meneldur, Tar Aldarion, Tar Ankalime, la première reine, Tar Anarion, Tar Thurion et Tar Telperion, deuxième reine, qui n'eut aucun héritier. Ne voulant pas prendre mari, elle passa alors le sceptre à Tar Minastir après un long règne. Puis la royauté continua sous celle de Tar Kiriatan. Les Núménoréens commencèrent à se demander pourquoi le pays bienheureux leur était refusé, alors qu'un homme de leur race y avait été accepté, Eärendil. Les elfes tentèrent de calmer les hommes au mieux. C'est aussi à cette époque qu'il lança des raids sur les terres du milieu afin de les reconquérir au nom de Númenor. Tar Atanamir poursuivit l'œuvre de soumission des hommes de la terre du milieu entreprise par son père.
Les voix des Dúnedain s'élevant de plus en plus haut pour demander à rejoindre Aman et recevoir l'immortalité donc. Les Valar envoyèrent à Tar Atanamir des messagers pour le mettre en garde. Ignorant ce conseil des Valar, Tar Atanamir fut le premier des rois numénoréens à s'accrocher désespérément à la vie alors que son esprit souhaitait partir. Il refusa de céder le trône à son fils de son vivant, alors que la coutume voulait qu'un roi laisse la place à son fils dès qu'il l'estimait capable. C'est aussi à cette époque-là d'ailleurs que la durée de vie des rois de Numénor commença à chuter. Tar Ankalimon succéda alors à son père sur le trône de Numénor en l'année 2221. Son règne vit la séparation entre les hommes du roi, qui se détournaient peu à peu des Eldar et des Valar, et des fidèles, qui leur restaient dévoués. Les premiers abandonnèrent en grande partie l'usage du Quenya et du Sindarin, se refusant à l'employer ou à l'enseigner à leurs enfants. Le roi perpétua toutefois la coutume de prendre un nom en Quenya, mais par pure superstition. Tout comme son père, Tar Ankalimon s'accrocha à la vie jusqu'à ce que celle-ci ne le quitte. En l'an 2386, son fils, Tar Telemaite, lui succéda alors, suivi par une nouvelle reine, Tar Vanimelde. Cependant, ce fut son mari, Erukhalmo, qui exerça réellement le pouvoir, elle-même n'ayant comme préoccupation que la musique et la danse. Quoi, qui a dit cliché? À sa mort, en 2637, son mari usurpa le sceptre et devint roi, sous le nom de Tar Andúkal, au détriment de leur fils Tal Alcarin. Toutefois, Tar Alcarin leur succéda tout de même, puis vint le tour de Tar Kalmakil de régner. Il fut le premier à recevoir aussi un nom en Adúnaïque. La langue de Numénor, il s'appela alors Ar-Beldagar. Il conquit de grands territoires sur les rives des terres du milieu et énerva passablement Sauron, qui éprouvait une haine déjà violente pour Numénor, à cause de leur conquête passée. Puis à sa mort, lui succéda Tar Ardamin, suivi de Ar-Adunakor. Il fut le 20e roi de Numénor. Lors de son ascension au trône, il consomma définitivement la rupture entre les Numénoréens et Valinor. Il interdit d'utiliser les langues des elfes et prit un nom en Adúnaïque. Il acheva aussi d'établir la scission entre les hommes du roi et les fidèles, ces derniers refusant de lui donner un titre qui était également porté par les Valar, Manwë en particulier. Le nom Ar-Adunakor signifiait roi de l'Ouest, ou seigneur de l'Ouest si vous préférez en adúnaïque. Maintenant, on va rire, parce que les noms sont cités en adúnaïque, et ça, c'est imprononçable. Donc, vint le tour de Ar-Zimarton, suivi de Ar-Sakaltor, puis de Ar-Gimilzor. Vous voyez comment ça s'écrit? C'est le bordel ces noms. 23e roi de Numénor, Ar-Gimilzor rompit définitivement avec les elfes et les Valar, délaissant l'arbre blanc et le sanctuaire d'Ilúvatar, interdisant les langues elfiques et refusant tout contact avec les elfes. Il pourchassa les fidèles et les rassembla à l'est de l'île pour les surveiller. Oui, ça me rappelle un peu le ghetto de Varsovie, tout ça. Il contraignit Inzilbeth, une femme de la maison des seigneurs d'Anduin, à l'épouser, et elle lui donna 2 enfants très différents de caractère. Ar-Gimilzor aurait souhaité voir son fils cadet, Gimilcad, lui succéder, mais la loi l'obligea à céder le trône à Isilnadun, son fils aîné, qui prit le sceptre sous le nom de Tar Palantir, le clairvoyant. Tar Palantir était donc, comme je l'ai dit, le fils d'Ar-Gimilzor et d'Inzilbeth. Il succéda à son père en 3177 et devint le 24e roi et avant-dernier souverain de Numénor. Il avait en grande partie hérité du caractère de sa mère, membre de la famille des seigneurs d'Anduin, et se montra très favorable envers les fidèles, à l'instar de ses prédécesseurs. Il rétablit les anciennes coutumes oubliées depuis des siècles en prônant et rendant le culte d'Ilúvatar et en s'occupant de l'arbre blanc dont il prédit que la mort entraînerait la fin de la lignée royale. Il prit également son nom royal en Quenya et rétablit les langues elfiques, tradition rompue par Ar-Adunakor 3 siècles auparavant. Tar Palantir était un être d'une grande sagesse, considéré comme un devin, et ses paroles étaient craintes et respectées, tant par ses proches que par ses ennemis.
Parmi les opposants à sa politique, il y avait Gimil-khad, son propre frère, qui défendait les idées de son père et qui était hostile au seigneur de l'Ouest. Très fréquemment, Tar Palantir se rendait au sommet de la tour de Tar Minastir en Andustar, où son âme en peine cherchait à apercevoir un navire venu de l'Ouest. Il mourut en 3255 et ce fut là la fin de ce bref retour aux traditions des fidèles. En effet, il n'eut qu'une fille, Tar Miriel, qui fut contrainte d'épouser Ar-Pharazôn, le fils de Gimil-khad, et de lui céder le trône. Ar-Pharazôn, dit le Doré, dernier roi de Numénor et sûrement le pire du lot. Il était ambitieux et orgueilleux, et sa gloire était de loin supérieure à celle des autres rois, c'était pas pour aider son ego. Il voulait conquérir la terre du milieu tout entière. Il accosta donc à Umbar, dans le sud des terres du milieu, avec une flotte si gigantesque que les serviteurs de Sauron en furent apeurés. Ar-Pharazôn exigea alors de Sauron qu'il se soumette à la puissance de Numénor. Celui-ci quitta alors sa forteresse de Barad-dûr et se soumit à Ar-Pharazôn qui l'emmena captif à Numénor. Oui, que voulez-vous, il est bien débile Ar-Pharazôn. Bon, on en a fini avec la généalogie imprononçable et à rallonge de Numénor. J'en viens presque à préférer les elfes et leurs rois qui vivent 8643 ans chacun là. Bon, maintenant la partie que vous attendiez sûrement. Comment Numénor est-elle tombée? Eh bien allons-y et récapitulons, parce que c'est déjà vachement long, presque plus long que ma vidéo sur Morgoth. Donc, Ar-Pharazôn avait mené Sauron en Numénor et l'avait enfermé là. Bien sûr, Sauron ne tarda pas à emprisonner l'esprit du roi et à orchestrer son conseil. Sous son ordre, les fidèles au Valar furent persécutés. L'arbre blanc, le beau Nimloth, fut coupé puis brûlé dans le temple au sommet du Menel Tarna. Sauron fit même faire aux hommes des sacrifices humains en l'honneur d'un dieu bon qu'il appelait Melkor. Évidemment, nous on sait qui est Melkor, genre Morgoth et tout ça, mais faut bien se dire qu'à cette époque-là, les humains ils savaient pas qui était Melkor, ils connaissaient Morgoth, mais pas Melkor. Ils connaissaient pas ce nom-là qui était plus utilisé depuis des années et des années, même presque des millénaires. Alors le temps passa, et Ar-Pharazôn sentit plus que jamais planer sur lui l'ombre de la mort. Il chercha conseil auprès de son meilleur conseiller, Sauron, qui lui recommanda de s'attaquer aux Valar, qui vivaient sur les côtes bienheureuses du pays d'Aman. Parce que, selon Sauron, les elfes vivaient à Aman et avaient la vie éternelle rien que pour eux, qu'elle était contenue dans leur pays, et que si les hommes prenaient le pays, ils auraient également la vie éternelle. Ar-Pharazôn fut alors pris de courroux contre les Valar, qu'ils leur refusaient, ce qu'eux-mêmes s'accordaient sans modération. Il fit armer la plus puissante flotte jamais vue en Terre du Milieu afin de braver l'interdit des Valar et de naviguer sur les eaux immortelles. Lorsqu'il posa le pied en Aman, les Valar firent appel à Ilúvatar qui engloutit Numénor et toute la flotte de guerre. En parallèle de cette histoire, il en est une autre qu'il est bon de raconter, qui se passe sur l'île de Numénor au même moment, dans une famille de fidèles aux Valar, celle d'un certain Amandil. Il était alerté et terrifié par ce que faisait Ar-Pharazôn, et il n'aimait pas Sauron d'ailleurs. Il se mit en tête d'aller supplier Manwë d'épargner les fidèles et de les laisser vivre. Il ne fut plus jamais revu par personne. Mais il laissa en Numénor un fils, Elendil, qui lui-même avait deux fils, Isildur et Anarion. Ah, ça vous dit quelque chose, ces noms. Bravant les gardes du roi et même Sauron, Isildur parvint à soustraire une fleur de l'arbre blanc, Nimloth, avant que celui-ci ne fût abattu. Elendil et Anarion avaient fait apprêter des bateaux, 9, pour permettre aux familles fidèles de partir de l'île devenue dangereuse et toxique pour eux. Ainsi, après quelque temps, la terre trembla en Numénor, le mont Menel Tarna s'embrasa et l'île tout entière fut engloutie sous la colère d'Ilúvatar. Seuls s'en sortirent les 9 bateaux d'Elendil, Isildur et Anarion. Ils arrivèrent en Terre du Milieu. Elendil au nord pour fonder le royaume d'Arnor et Isildur et Anarion au sud pour fonder le royaume de Gondor. Voilà qui termine l'histoire de Numénor. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, car il fut très long à préparer. En même temps, c'est le plus long de ma chaîne actuellement. Comme à chaque épisode, pensez à mon Utip si vous voulez m'aider, et ça vous coûte rien, et moi, ça m'aiderait énormément.
Et merci à Isaela, Toufti 8538 et Alex pour leurs petits dons sur Tipeee. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!